Antoine Petit, bonjour. Merci de nous accueillir ici dans votre bureau, au CNRS que vous dirigez. J'ai envie de dire que c'est ici que se décident beaucoup de choses. C'est pour cela que vous ne pouvez pas être des nôtres. Votre agenda vous contraint. Donc, merci de nous accueillir. Je profite de cet instant pour vous parler de la phrase qui tourne un petit peu en boucle chez nous. C'est la tech ou la deep tech ne sauvera pas le monde, mais le monde ne sera pas sauvé sans elle. Je voulais avoir votre réaction à ce sujet. Alors, d'abord, je suis désolé, effectivement, je peux pas être présent physiquement à Grenoble le 2 février avec des déplacements à l'étranger. C'était trop compliqué, donc désolé. J'espère que l'an prochain, s'il y a un an prochain, je pourrai être là. Est-ce que la formule me parle? Oui, elle me parle, mais j'aurais presque envie de dire, en étant un peu provocateur, je vais remplacer deep par science. C'est-à-dire que la science ne va pas sauver le monde, mais sans science, on n'y arrivera pas. Et donc, je crois que c'est vrai pour la science, mais au fond, à l'intérieur de la science, parce que je vais peut-être vous choquer, mais je vais mettre la deep à l'intérieur de la science. Oui, cette formule me semble absolument clé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin de science, mais on a besoin de ce que va produire la science, c'est-à-dire des deep tech. Entre autres, la science ne produit pas que des deep tech, elle produit aussi des connaissances, mais elle produit des deep tech. Et oui, c'est clair que sans la science et sans sa production via les deep tech, via les relations avec l'industrie, on n'y arrivera pas. Est-ce qu'on va sauver le monde à nous tout seuls? Non, parce que, je veux dire, malheureusement ou heureusement, il y a les gens, et que les gens, il faut qu'ils acceptent les innovations technologiques, et parfois, on sait très bien que les gens ne sont pas nécessairement rationnels. Mais oui, on a besoin des deep tech si on veut trouver les solutions pour demain, et on a besoin, bien sûr, de ces solutions. Donc, je souscris totalement à cette phrase. Vous parliez justement de science. Est-ce qu'un des grands défis aujourd'hui du CNRS, mais pas que, c'est pas de redonner confiance en la science face à la montée du scepticisme, face à la tendance d'accorder une importance plus grande aux opinions individuelles qu'aux faits scientifiques? Alors, en fait, je vais peut-être vous surprendre, mais je suis pas sûr que les gens soient plus réticents à la science qu'avant. Je pense que simplement, ils ont des caisses de résonance plus importantes. Il y a toujours des gens qui ont mis la science en question, mais si vous faites des sondages auprès des citoyens, les gens ont plutôt confiance en la science. Donc c'est vrai qu'il y a à la fois, paraît-il, 20% des gens qui pensent que la Terre est plate. On a envie de dire, je peux rien pour vous, allez au bout, puis une fois que vous serez cassé la gueule, vous vous rendrez compte qu'il y a quelque chose qui va peut-être pas dans votre raisonnement. Mais cela, j'ai envie de dire, tant pis. Je pense que la majorité des gens sont demandeurs de science, sont demandeurs de connaissances. Mais ce que je crois, moi, vraiment important, c'est qu'il faut expliquer aux gens que la science ne va pas leur expliquer ce qu'ils doivent croire ou penser. La science va leur dire ce qu'on sait, ce qu'on sait pas, et après, chacun a le droit de se forger cette opinion. Après, si on est un immense complotiste et qu'on dit que tous les scientifiques du monde entier se sont donné la main pour faire croire que... Bon, d'accord, encore une fois, ceux-là sont perdus. Mais je pense que c'est vraiment important d'expliquer aux gens ce qu'est la démarche scientifique. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on peut pas devenir tous spécialistes de tous les domaines, mais par contre, je pense qu'on peut comprendre un certain nombre de grands principes. Et quand, par exemple, on essaie de faire des statistiques avec 6 personnes, on peut se dire il y a quelque chose qui va pas. Donc, expliquer aux gens ce qu'est la démarche scientifique, et je crois qu'il faut le faire. Et je veux dire, les gens, malheureusement, en ce moment, le vivent avec le réchauffement climatique. Et rappelez-vous, quand les experts du GIEC ont commencé à mettre le sujet sur le tapis il y a plus de 20 ans, il y avait des gens qui étaient un peu sceptiques. Et finalement, on s'est rendu compte que, malheureusement, j'ai envie de dire, les scientifiques avaient raison. Donc je crois que c'est ça qui est important. C'est encore une fois d'expliquer aux gens que la science n'est pas là pour leur expliquer ce qu'ils doivent penser, que la science n'est pas de la croyance, d'ailleurs, même si j'utilisais le mot croire tout à l'heure. Donc il faut expliquer aux gens ce que la science apporte, la démarche scientifique, expliquer qu'il y a une communauté scientifique internationale et qu'il n'y a pas la science de l'Europe, la science de l'Asie, la science des États-Unis, et que on produit des connaissances, et après c'est aux gens de s'en emparer, c'est aux gens de décider ce qu'ils veulent en faire, et après c'est aux gens de décider. On n'est pas là pour décider à la place des gens, ni pour penser à leur place. Au CNRS, vous avez identifié 6 grands défis sociétaux pour lesquels vous souhaitez apporter une contribution que vous appelez significative. Alors 3 ont retenu notre attention ce matin, dont les inégalités éducatives. Comment la recherche fondamentale peut, selon vous, contribuer, être au service de l'égalité des chances? Alors, vous l'avez dit, notre métier au CNRS, c'est de faire de la recherche fondamentale. Et ça, on assume ça. D'autres institutions de recherche sont positionnées différemment sur le spectre, mais on fait de la recherche fondamentale et on est absolument convaincu que la recherche fondamentale, c'est le début de toute histoire, y compris de toute histoire de création de deep tech. Et on y reviendra. Et que sans début d'histoire, il n'y a pas d'histoire.
d'accord ? Et pour peut-être parler aux gens, il faut l'ARN messager, dont on a un tout petit peu parlé pendant le Covid, n'est-ce pas ? Il faut savoir que ça a été découvert au début des années 1960 par Jacob et Monod. Et donc, c'est 60 ans après que y a les vaccins pour ARN messager. Autre exemple, le deep learning, dont on parle beaucoup. Les deep learning, les gens, si vous interrogez les gens dans la rue, ils ont l'impression que c'est arrivé il y a 6 mois ou 5 ans. Les premiers algorithmes de deep learning, c'est la fin des années 1980. D'accord ? Donc, ça a plus de 30 ans. Donc, il faut vraiment bien comprendre que la recherche fondamentale, c'est le début de l'histoire. Alors, vous allez me dire, s'il faut à chaque fois que j'attende 30 ans ou 60 ans, c'est un petit peu long. Heureusement, on a parfois des applications qui sont beaucoup plus rapides. C'est encore une fois les deep tech dont on va parler. Après, on a voulu, via les défis sociaux que vous évoquiez, finalement un peu illustrer ce que c'est le CNRS. Parce que à la fois, tout le monde connaît le CNRS ou presque, on a fait les sondages d'opinion, et quand on dit aux gens, mais qu'est-ce qu'ils font au CNRS ? Là, bon. Et donc, on a voulu, via ces 6 défis sociaux, qu'on peut très rapidement rappeler, c'est changement climatique, transition énergétique, santé et environnement, inégalité éducative, je vais y revenir, territoire du futur, intelligence artificielle, montrer que la science contribue aussi à répondre à des interrogations au jour le jour des gens, entre guillemets. Et donc, inégalité éducative, c'est pas seulement inégalité sociale, d'accord ? C'est aussi, si vous avez un handicap, que ce soit un handicap physique quelconque, d'accord, moins bien voyant, vous pouvez avoir besoin de mettre sur pied, des technologies spécifiques, d'accord ? Comprendre comment fonctionne le cerveau, pourquoi certains apprennent plus vite, apprennent moins vite, pourquoi certains apprennent avec tel type de méthode, d'autres avec d'autres, c'est tout ça qui est dans l'inégalité éducative. Et puis, c'est aussi une partie d'inégalité sociale, d'accord, qu'on assume tout à fait. Nous avons aussi des sciences humaines et sociales au sein du CNRS, mais ça n'est pas du tout réduit à inégalité sociale. C'est tout ça où il y a à la fois, comme souvent, il y a à la fois des enjeux technologiques, mais il y a aussi des enjeux liés aux sciences humaines et sociales. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important dans toute la démarche du CNRS, c'est qu'au fond, tous les grands enjeux sociaux qu'on décrit, on voit bien qu'il faut à la fois pour apporter des solutions, il faut à la fois souvent des technologies, mais il faut aussi, de la part des gens, d'accepter ces technologies, de les adapter. Et on a bien vu, on voit tous les jours qu'il peut y avoir une différence entre ce que les gens disent qu'ils ont envie de faire et ce qu'ils vont faire. Avec parfois des comportements qui ne sont pas complètement rationnels. Si on revient au Covid, rappelez-vous l'application Tous Anti-Covid, qui a été rejetée par un certain nombre de gens en disant « mais moi je ne veux pas partager mes données ». C'est tout à fait légitime. Ce qui est amusant, c'est que les mêmes gens utilisaient des comptes Gmail, Facebook ou ce que vous voulez, et qui fournissaient bien plus de données en plus des boîtes américaines dont on ne savait pas très bien qu'ils allaient en faire, plutôt ce qu'on leur demandait, surtout sur le Covid. Donc on voit que là, on a une application, il se trouve que c'est une application logicielle, mais on peut avoir d'autres exemples, où finalement, techniquement, c'est tout à fait, ça marche bien, mais la réaction des gens va pas être celle qu'on attendait. Et donc ça, c'est un point aussi qui est important, c'est qu'on soit capable d'étudier à la fois la dimension technologique, la dimension scientifique, mais aussi finalement la dimension presque produit ou acceptabilité par les gens. Alors justement, je rebondis sur ça. Vous parlez de l'acceptabilité. Il y a un sujet qui est dans vos 6 routes définitions ou défis, oui. C'est évidemment l'intelligence artificielle. Vous avez parlé deep tech, vous avez parlé de l'acceptation, vous avez parlé des gens, vous avez parlé de beaucoup de choses. Ce sujet de l'intelligence artificielle, il amène 2 questions en une, si vous permettez. La première, c'est, on a bien vu que le CNRS c'est de la recherche fondamentale, donc comment vous avez contribué. Ce qui m'amène à une autre question, vous ne faites pas tout seul. Vous faites beaucoup avec le privé. Donc sur ce sujet de l'IA, comment vous avez travaillé en amont et comment aujourd'hui vous travaillez concrètement à son arrivée, et notamment en France, bien sûr. Alors on peut dire qu'on fait presque rien tout seul, mais je vais y revenir. Juste un mot sur la notion d'acceptabilité, parce qu'en fait c'est un mot qui a l'air comme ça anodin, mais qui ne l'est pas forcément. C'est-à-dire que souvent les gens refusent cette idée d'acceptabilité parce que les gens nous disent mais finalement vous nous demandez d'accepter une réalité qu'on veut changer. Et par exemple sur le changement climatique, dire aux gens donc on utilise souvent, je pense que c'est pas juste de la rhétorique, la notion d'adaptation. Parce que là, vous n'avez pas le choix. Le réchauffement climatique, on le voit tous les jours. Et dire aux gens, mais comment on s'adapte sinon, là encore, sur le mot acceptabilité peut finalement être mal perçu,
peut-être à tort, mais mal perçue, et que on dit, ah, mais vous voulez nous imposer quelque chose. Alors que nous, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Alors, je reviens à l'intelligence artificielle, pardon d'avoir fait cette petite digression. Nous, l'intelligence artificielle, elle est très présente au sein du CNRS, c'est-à-dire, elle est présente à la fois parce qu'on est producteur d'intelligence artificielle, on a des mathématiciens, on a des informaticiens qui développent l'intelligence artificielle, mais on est aussi dans une logique où l'intelligence artificielle impacte toutes les autres sciences. Hein, on dit parfois que l'intelligence artificielle révolutionne le monde, je ne sais pas si la formule n'est pas trop forte, mais elle révolutionne aussi la science. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire le lien entre la chimie, l'intelligence artificielle, les sciences humaines et sociales, l'intelligence artificielle, etc., c'est un enjeu majeur. Parce que on produit de plus en plus de données, par exemple la physique des particules, avec le CERN qui est pas très loin de Grenoble, produit des données en quantité absolument hallucinante. Il faut être capable d'étudier ces données, et l'intelligence artificielle va permettre d'étudier de façon plus importante ces données. Donc on est à la fois donc producteur d'intelligence artificielle, utilisateur d'intelligence artificielle via les autres disciplines, mais c'est une utilisation qui est souvent compliquée, c'est-à-dire que il faut vraiment des coopérations entre des scientifiques d'horizons différents. Et puis, l'intelligence artificielle, évidemment, un élément important dans notre production de start-up. Donc, on n'a pas encore parlé, mais au CNRS, on produit entre 80 et 100 start-up par an, avec nos partenaires universitaires. Vous savez que le système français est construit essentiellement autour de ce qu'on appelle les unités mixtes de recherche, qui regroupent des universités, des organismes de recherche, parfois des partenaires industriels aussi, mais plus rarement. Et donc, avec nos partenaires, on crée entre 80 et 100 startups par an. En fait, on crée très peu, on peut dire quasiment pas de startups purement IA. D'accord ? Mais par contre, on crée beaucoup de startups dans lesquelles c'est IA et un autre domaine. IA et santé, IA et environnement, IA et énergie, pour ne prendre quelques exemples. Et donc ça, c'est un enjeu absolument majeur. Et donc, on travaille avec ces partenaires industriels, à la fois, donc encore une fois, via cette création de startups. Puis l'autre moyen qu'a le CNRS de travailler avec les partenaires industriels, avec le monde économique en général, c'est ce qu'on appelle les laboratoires communs. Donc on a plus de 250 laboratoires communs aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Et dans ces laboratoires communs, donc c'est des laboratoires entre le CNRS et un partenaire industriel, et on y fait encore de la recherche fondamentale. Ça, c'est vraiment important. Nous ne sommes pas une société de services. On n'a pas chez nous des ingénieurs, les boîtes ont des ingénieurs qui sont pas meilleurs que les autres, eux ont des ingénieurs, nous on a des chercheurs, mais on définit ensemble, et ça c'est absolument clé, on définit ensemble les questions sur lesquelles on souhaite travailler. Donc bien sûr, il faut que c'est un intérêt pour l'entreprise, ça c'est la condition sine qua non, il faut aussi trouver les chercheurs et les chercheuses qui sont prêts à s'y intéresser, mais au fond, un de mes chercheurs, qui est un grand ponte, si je peux dire, de ces relations, dit à une jolie formule, je trouve que c'est de dire, mais finalement, un problème industriel, c'est souvent une jolie question scientifique. D'accord ? Et ça, c'est vraiment un point important. C'est-à-dire que l'industriel dit, voilà, moi j'aimerais bien faire ça. Je sais pas le faire, j'aimerais bien faire ça. Pas toujours, bien sûr, mais souvent, il y a derrière des questions scientifiques. Et le scientifique, pourquoi vous êtes scientifique ? Fondamentalement, c'est pour faire fonctionner vos mélanges et parce que vous êtes un résolveur de problèmes ou un poseur de questions. C'est-à-dire que le scientifique, le grand scientifique, souvent, c'est pas seulement un résolveur de problèmes, c'est aussi quelqu'un qui est capable de se poser les bonnes questions. Et donc, si ces bonnes questions, il les a trouvées tout seul, c'est très bien, mais si au fond ces bonnes questions viennent de préoccupations industrielles et que finalement vous réussissez à concilier votre intérêt intellectuel de chercheur ou de chercheuse, d'une part, et d'autre part, un intérêt potentiel d'application, c'est formidable. Vous avez le beurre et l'argent du beurre, si je peux me permettre. Et donc, dans ces labos communs, et bien sûr, on en a sur le site grenoblois, forcément, avec les acteurs qui sont les vôtres. Voilà, c'est ce qu'on y fait. Donc, vous reformulez les questions qui viennent non pas des chercheurs, mais des ingénieurs. C'est plus compliqué que reformuler, si je peux me permettre. C'est-à-dire qu'il faut vraiment un dialogue, et on voit bien que les boîtes avec lesquelles on bosse le mieux sont des boîtes avec lesquelles on a construit des relations sur la durée, parce qu'il faut se connaître, il faut même parler le même langage. Ça paraît idiot, mais l'industriel même l'ingénieur va utiliser un langage qui n'est pas celui du chercheur ou de la chercheuse. Faut pas que ça surprenne les gens. C'est-à-dire que si vous prenez, même à l'intérieur de la communauté scientifique, vous prenez un mathématicien et un biologiste, au départ, ils se comprennent pas.
Ils sont capables d'utiliser les mêmes mots avec des réalités différentes derrière. Donc le fait qu'il y ait un temps d'échange, de traduction, de compréhension est quelque chose d'essentiel. Et donc avec l'industriel va arriver, va dire voilà, moi j'aimerais bien faire ça. Bon, et il faut qu'on réussisse avec lui à comprendre où sont les verrous scientifiques. Est-ce que c'est juste du développement, juste avec des guillemets bien sûr, mais auquel cas c'est pas notre métier au CNRS, c'est pas nous. Ou est-ce qu'il y a des sujets qu'on sait pas faire? Et là, ça devient de la recherche. Et là, ça peut être nous. Et c'est ça qu'il faut réussir à faire. C'est être capable d'identifier, avec une difficulté souvent supplémentaire, c'est que l'industriel vient jamais avec une question disciplinaire. Quelqu'un ne va pas venir en disant j'ai un problème de chimie, il va dire j'ai un problème de matériaux. Et là, ça veut dire qu'il va falloir que nous, on trouve les compétences avec peut-être des chimistes, peut-être des spécialistes du génie des procédés, peut-être des spécialistes d'ingénierie. Voilà. Il faut aussi qu'on soit capable de trouver quelles sont les compétences qui vont matcher, d'une certaine façon, les besoins des industriels. Alors j'ai une question qui est triviale, hein, mais c'est la curiosité qui parle. Je suis une entreprise, je me pose une question et je veux vous la soumettre. J'ai un numéro de téléphone, il y a une ligne ouverte. Comment ça se passe en fait concrètement dans les territoires, pas seulement chez nous, hein, ailleurs aussi. Concrètement, on a même un site qui s'appelle Trouver un expert. D'accord. Donc, alors, en fait, donc oui, il y a un site Trouver un expert. Vous posez votre question, on vous répond. Alors, on vous répond. C'est pas un chat. Hein, c'est pas immédiat. On va faire le lien. Après, il y a une vraie différence entre les grandes boîtes qui nous connaissent, on se connaît, on travaille depuis des années et elles savent déjà quels sont les laboratoires bien identifiés. Et puis les PME ETI,